Bonsoir, le jeudi 19 octobre, merci de nous accueillir chez vous à la maison. Il est 19 h à Pamataï, c'est le journal de la première. Voici les titres de notre soirée. Du vent sur la vague et des signatures à ne plus en finir sur la toile. L'opposition à la tour des juges des Jeux Olympiques muscle son jeu. Le comité des organisations y regarde de près et le gouvernement pousse pour que les voix citoyennes ne soient pas vaines. La bataille du PK0 a vraiment lieu. Harry Wong Kim, une vie mêlée aux soubresauts de l'histoire du XXe siècle. Le dernier survivant du bataillon du Pacifique s'est éteint cette nuit. L'enfant de Papara avait participé à la Seconde Guerre mondiale dans les forces françaises libres du général de Gaulle. Un engagement au nom de la résistance et de la paix. Des portes désormais fermées tout au long de la journée. La cathédrale sera ouverte seulement au moment des offices. La cause, l'agression d'un sacristain par un SDF. C'était avant la messe de l'Angélus hier matin. Une incivilité qui demandait une réaction forte. Le point dans cette édition. Le CESEC, toute porte ouverte, et ses séances de travail ont ces jours-ci un ton de diversité. Des représentants de France, de Calédonie et de Wallis sont en visite. Une manière d'échanger ses regards et de partager les problématiques spécifiques et communes à chaque territoire. Un beau moment de communion. Et on en parle, et pour mieux comprendre le rôle de cette institution et l'importance de celle-ci dans l'écriture des politiques publiques, une invitée, Inès Bousseau-Choisy, présidente du groupe des Outre-mer au CESE national. Merci madame, et à tout à l'heure pour l'interview. À pleine page, la littérature jusqu'à dimanche, c'est le salon du livre à la Maison de la Culture, ici à Papeete. Le thème, Fénois territoire, une proposition riche de cousinage dans le Pacifique et de métissage aussi dans les styles divers, les imaginaires qui naissent sous la plume des auteurs. Nous avons rendez-vous tout à l'heure en direct avec Christian Robert, cheville ouvrière de l'organisation. La bêtise crasse de certains en métropole aurait-elle trouvé ici des émules en Polynésie? On veut parler de la multiplication des fausses alertes à la bombe. Ce matin, des victimes, les usagers de l'aéroport de Wainé. Un courriel anonyme a signalé la présence d'une bombe, neutralisation totale du lieu, 100 passagers bloqués et 2 avions qui ont été totalement passés au peigne fin. L'État a déployé de gros moyens pour cette opération. Une enquête évidemment est en cours. Les sanctions sont vraiment très fortes, telles que le code pénal les décrit. La procureure de la République les détaille tout de suite. Une enquête qui a été ouverte et confiée au service de gendarmerie, car le fait de diffuser de fausses alertes de cette nature, il faut rappeler que c'est un délit pénal, un délit puni par la loi de jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, donc qui peut conduire en garde à vue et en prison. C'est, pour revenir sur une précédente question, toutes les fausses alertes de ce type sont prises immédiatement au sérieux, car derrière cela crée un important préjudice, un préjudice pour les personnes directement concernées bien sûr, et également un préjudice pour toute la société. Alors soyez assurés que tout est mis en œuvre pour retrouver le ou les auteurs de cette fausse alerte et tout sera mis en œuvre pour qu'ils puissent être punis. Je rappelle qu'au-delà des sanctions pénales, quand on diffuse ce type de fausse alerte, les personnes peuvent aussi être condamnées à réparer les frais engagés, à rembourser les frais engagés. Et la tour des juges qui continue à faire des vagues, manifestations, vous le savez, dimanche passé, nous y étions, pétition numérique à l'audience inattendue, plus de 50 000 signatures, dit-on à ce jour. Bref, les oppositions ne sont vraiment pas à tonnes. Ainsi, la tempête populaire possible claque dans les drapeaux de l'organisation des Jeux Olympiques 2024 de Paris. La situation est regardée de près, dit-on, et des concessions peut-être pourraient venir. Reportage Maroki Duri avec Jérôme Lee ce matin, à Papeete. Hi guys, I'm making this video because I need your help. Cette vidéo a eu l'effet d'une bombe. Matej Drolé, près de 200 000 followers sur Instagram, lance un appel à la protection de l'écosystème de Te Ahupu'o. Cette nouvelle construction va détruire une bonne partie du récif. Les risques sont considérables. Avec le courage de plusieurs surfeurs qui soutiennent l'action, le mouvement créé par la vidéo, par la pétition en ligne, fait que nous avons un team olympique qui se met derrière Matej. Après la marche pacifique de dimanche dernier et une pétition qui vise désormais les 75 000 signatures, les locaux disent non à une tour en aluminium qui viendrait polluer le lagon tahitien. Le comité organisateur de Paris 2024, pour le moment, ne souhaite pas réagir. Le pays, lui, est pris entre deux feux. Aujourd'hui, il est question avec Paris 2024 de repousser encore une fois les curseurs environnementaux et surtout de savoir jusqu'où
on peut aller en termes de marge de manœuvre. Ils maintiennent leur position de construire la tour. On leur a donné d'autres solutions à La Réunion, mais ils reviennent sur le fait que tout ça, c'est pas dans les règles et qu'il faut suivre un certain cahier des charges et que quand on dit quelque chose, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Teahupo'o sous le feu des projecteurs, mais pour une polémique environnementale, pas la meilleure des publicités pour les Jeux Olympiques. La machine est déjà lancée, il sera difficile de l'arrêter ou de la faire dévier. Vous multipliez la tour des juges par 3, ça nous fait plus d'1 milliard qu'il faudra indemniser aux entreprises qui ont déjà organisé leur chantier, commandé leurs matériaux, etc., etc. Une réunion doit se tenir ce week-end pour un nouveau point de situation. La réponse officielle de Paris 2024 est attendue par voie de communiqué dans les prochaines heures. Affaire à suivre donc. Deuil, une mémoire s'en va et dans les plis de son histoire, une part des convulsions du monde et aussi la grandeur des hommes. Harry Wong Kim est décédé. Cet enfant de Papara était le dernier survivant du bataillon Pacifique, un engagement dans les forces françaises libres et ce, évidemment dans le sillage du général de Gaulle. Harry avait 100 ans, son ultime sommeil a eu lieu cette nuit en Normandie. Eric Sintas nous raconte une biographie toute en humanité. Voici le reportage. Lorsqu'il apprend à Papara la levée d'un contingent de 300 volontaires pour soutenir la mère patrie, Harry Wong Kim n'hésite pas une seconde. Il part à la guerre alors qu'il n'avait que 16 ans et démontre son engagement avec une audace folle. C'était tout lui. J'avais pris le nom de Tétou, de mon frère. Nous partons à la guerre. C'était en 40-41 avec des Tahitiens. 300 à peu près, et des Calédoniens. On était fous. Et vous, alors, vous étiez dans quoi? Dans l'infanterie, bataillon du Pacifique. Harry part en mai 1941, est formé dans le désert australien, puis rallie la Libye. Il affronte les Panzers de Rommel et la division Trieste à Bir Hakeim. Il sera blessé en Italie, au Gargliano, puis lors du débarquement de Provence, lors des combats de la Garde, avant d'être démobilisé fin 1944. Un an plus tard, il rentre au Fénois, puis revient à Paris, puis en Normandie, finir sa vie au Breuil-en-Auge. Et c'est à Cambremer, le 17 septembre 2020, qu'il reçoit la Légion d'honneur des mains de François Broche, le fils du lieutenant-colonel Broche, que les Polynésiens surnommaient le Métoua. Président de la République, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Harry, le tamari volontaire, heureux, était enfin reconnu par la France qu'il avait servi. Une mesure comme une réponse aux incivilités, la cathédrale de Papeete ferme désormais ses portes hors des messes. Décision prise hier après l'agression du sacristain. Ce chrétien, un bénévole septuagénaire, a été agressé par un SDF alors qu'il était en train de préparer l'office de midi. Il lui avait demandé de laisser le lieu avec ses affaires. Le père Christophe regrette évidemment ses problèmes de sécurité. Reportage sur place, Lucille Guichet, image Nicolas Suire. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de père Christophe. Hier, juste avant la messe de midi, un sacristain septuagénaire demande à un groupe de sans-domicile de sortir de la cathédrale de Papeete avec leurs affaires. Il reçoit un coup de tête. Ce matin, l'auteur présumé du coup erre autour de la cathédrale, fermée. Je suis un prisonnier, moi, enfin un mot, c'est taper les gens. Ça fait 3 ans que je suis dehors, j'ai rien fait jusqu'à maintenant. Tu vois comment je suis gentil? 3 ans, plus de violence. Il y en a un qui vient, il me prend pour des chiens, hein. Bon, je ne suis pas un chien, hein. Depuis plus d'un mois, l'édifice était déjà fermé de nuit. Désormais, la cathédrale n'ouvrira plus ses portes que pour les offices religieux, soit 1 à 2 heures par jour. Une tension et des agressions que père Christophe refuse de continuer à subir. Il interpelle les autorités. S'ils trouvent un intérêt à ce que la cathédrale reste ouverte pour les touristes, eh bien ils prennent les mesures pour qu'on puisse assurer cette ouverture. S'ils n'y trouvent pas d'intérêt, eh bien on la laisse fermer. Voilà, c'est tout. Nous, on est affectataires à la cathédrale. On a donc un devoir de l'entretien, un devoir d'assurer qu'il n'y a pas de risque pour ceux qui y viennent. Car depuis 1890, la cathédrale est propriété de la commune de Papeete. Du côté de la mairie, le problème est sensible et surtout semble insoluble. Elle assure que 80% des interventions de la police municipale concernent déjà les sans-abri.
c'est peut-être finalement un mal pour un bien, en espérant que derrière ça, il va y avoir de vraies solutions. Alors, le SDF en ville, c'est pas un problème en soi, mais c'est vrai qu'on ne peut pas mettre des mouteuils derrière chaque personne. À terme, la commune envisage de réaménager le site et d'augmenter les rondes policières. Mais au-delà des questions de sécurité, se pose celle du social et de la santé mentale. Et la décision au niveau social est tombée hier après-midi. La grève à l'OPT est effective, vous l'avez vu, depuis minuit. Hier, les négociations sur la nouvelle convention collective n'ont pas abouti. Une relecture des différents accords de l'entreprise qui pourraient éroder un certain nombre d'acquis, disent les membres de l'intersyndicale. Aujourd'hui, aucune rencontre n'a eu lieu, malgré des piquets de grève devant certains établissements de l'OPT. Il y aurait eu 430 grévistes, soit 36% du personnel. Le résumé de la journée avec Gemso et les images de Jacques Damour. Malgré le mauvais temps, une centaine de grévistes ont répondu présent à l'appel de l'intersyndicale composée de la CSIP, CSTPFO, OOT-URIMA et du SAPO. Suspendu depuis 3 semaines, le refus de la direction de poursuivre les discussions concernant la nouvelle convention collective a été l'élément déclencheur de la grève. Hier, on était en négociation et le dialogue a été rompu à un moment donné parce que la demande qu'on a, c'est d'avoir une convention tronc commun. Qui dit tronc commun, c'est dire que c'est une convention qui gère tous les salariés du groupe, c'est-à-dire OPT, Farirata et Onati. Et ensuite, à partir de ce tronc commun, on détaille les spécificités qu'il doit y avoir dans chaque entité. Voilà. Donc là, hier, le dialogue a été rompu, donc la décision a été prise par les syndicats de partir en grève ce matin. Selon le leader de la CSIP, 4e organisation syndicale de salariés en termes de représentativité à l'échelle du pays, le taux de grévistes serait de 60%, toutes filiales confondues. Pour autant, les bureaux de poste de Tahiti n'ont pas baissé leur rideau aujourd'hui, mais ont fonctionné en mode dégradé, comme ici à FAA, où seulement un guichet sur 4 était ouvert. On peut dire que Aroué, le centre télécom Aroué est fermé, celui de Fa'a il est fermé, celui de Moorea il est fermé, celui de Trabo est fermé, celui de Uturua est fermé. Du côté de la direction, le mot d'ordre pourrait être silence radio, pas un communiqué, pas une seule déclaration. Selon les grévistes, un conseil d'administration doit avoir lieu demain vendredi. C'est plus la peine de continuer à discuter parce que la direction campe sur ses positions et sa position c'est de ne pas suivre ce que nous avons demandé depuis février 2023, c'est de mettre en place une convention avec de troncs communs. Je crois qu'ils sont ici pas pour 2 jours, 3 jours, hein. C'est peut-être pour 1 semaine, 15 jours et on verra après. En fin de journée, le personnel gréviste a levé le camp. L'intersyndicale a promis de revenir plus nombreuse dès 6 h demain matin. Affaire internationale, 10 personnes de la communauté juive de Tahiti ont marché ce matin en soutien au peuple israélien. Leur parcours de l'Assemblée à la présidence, sous le choc de l'attaque terroriste du Hamas en date du 7 octobre. L'inquiétude se lisait sur les visages face à cette situation anxiogène parmi les manifestants. Certains citoyens ont des proches qui vivent là-bas, voire même des enfants engagés dans l'armée. Jacques Menahem est l'organisateur de cette marche. Il répond à notre confrère Nicolas Suire. Nous l'écoutons. Un soutien aux familles des victimes et les familles des 199 otages qui apparemment ça montait à 203. En gros, c'est ça, expliquer un peu comment on est arrivé là. Voilà, parce que pas tout le monde comprend ce qui s'est passé. Donc voilà, un petit discours de 5 minutes pour informer tout le monde, pour sensibiliser en fait compte la population polynésienne. Et surtout, je tiens à remercier les centaines de messages que j'ai reçus des Polynésiens qui nous ont soutenus dans cette cause. Et vraiment, je les remercie chaleureusement. Et dans ce journal, Créon dépend désormais avec le CESEC, un regard sur le monde nourri par une dimension multiculturelle cette semaine, une toute première fois en fait, où des représentants de Calédonie, de Wallis-et-Futuna et également de France se réunissent ensemble avec les confrères polynésiens. Un échange d'expériences, de regards empreints d'un partage pour toutes ces personnalités qui œuvrent à éclairer les choix politiques et puis une dimension de fraternité entre les peuples. On va justement parler de ce rendez-vous avec notre invité ce soir dans le journal, Inès Bouchot-Choisy. Bonsoir, plus exactement. Vous êtes présidente du groupe des Outre-mer au Conseil économique, social et environnemental à Paris. Alors, pourquoi cette rencontre avec tous les acteurs polynésiens, les collègues de Calédonie? C'est important de se retrouver in situ, là où les gens vivent.
Tout à fait. Alors, c'est une délégation du CESE national et également des conseillers du groupe Outre-mer qui ont répondu en fait à l'invitation de la nouvelle présidente du CESEC de la Polynésie. Et donc, pour nous, il est essentiel, et principalement par rapport aux travaux que nous menons au sein de notre délégation, de nous rapprocher de nos Césaires, puisqu'ils sont effectivement, je dirais, vraiment des points de ressources pour que nous puissions alimenter et co-construire en fait les avis qui sont rendus au Conseil économique. Alors à quoi sert ce groupe Outre-mer et comment il fonctionne? On a des rendez-vous réguliers entre collègues des différents océans. Comment vous voyez et quelle est la planification que vous faites ensemble? Qu'est-ce que vous voulez dire au monde et au gouvernement? Alors déjà, nous avons, depuis la réforme du Conseil économique qui date de 2020, nous avons aujourd'hui que 8 représentants, contrairement à la précédente mandature où nous étions 11. Donc nous avons été nommés par bassin océanique, donc 4 conseillers de l'océan Atlantique, 2 conseillers de l'océan Indien et 2 conseillers de l'océan Pacifique. Et donc, ensemble, nous participons à un certain nombre de commissions de travail qui existent en fait au Conseil économique. Et puis, nous travaillons, bien sûr, sur des sujets spécifiques aux Outre-mer avec notre délégation qui est composée d'ultramarins et de non-ultramarins. On peut dire que vous travaillez sur du concret parce qu'il y a un rapport que tout le monde attend. Vous avez travaillé sur le coût de la vie dans l'ensemble des territoires ultramarins. Votre institution, elle sert beaucoup à l'expertise pour éclairer justement les choix des politiques publiques, comme on le disait tout à l'heure. Tout à fait. Notre rôle, c'est justement de faire un travail très fouillé pour que nous puissions justement, à travers nos préconisations, alerter et donc informer nos élus, également les membres du gouvernement sur le retour que nous avons du terrain. Pour l'instant, le rapport n'est pas encore public, que vous avez co-rédigé avec vos collègues. Est-ce que vous allez proposer des pistes innovantes justement pour permettre aux gens de récupérer un peu de pouvoir d'achat? Mais écoutez, je pense que oui, puisque nous avons abordé vraiment des mesures sur l'aspect purement social, mais également sur le volet économique et puis sur un certain nombre de points sur la réglementation. Prochain dossier, rapidement, c'est le changement climatique. Ça vous tient à cœur aussi, hein? Tout à fait. Nous travaillerons prochainement sur la transition énergétique. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la première et bon séjour en Polynésie. Jusqu'à samedi, c'est cela? C'est cela. Je vous remercie pour Merci votre beaucoup. invitation. Très bonne soirée. Merci. Ils veulent labourer les champs des possibles, là où les jeunes regards se dérobent trop souvent dans le monde virtuel de nos vies contemporaines. Les métiers du secteur primaire ont mis leurs plus beaux atours aujourd'hui, mis en parole leurs plus beaux récits pour dire que le monde agricole, c'est fantastique. Un forum des métiers leur été consacré aujourd'hui à l'Assemblée. Trouver des têtes et des bras alors que l'autonomie alimentaire est une exigence devient une urgence. Les jeunes n'y seraient pas opposés. Témoignage de Vaina Giraud, elle est chef de l'artisanat traditionnel. Elle nous éclaire au micro de Nicolas Suire. Ce forum, l'idée déjà, c'était d'avoir les 3 univers, terre, mer et artisanat, parce qu'on a des problématiques communes, et notamment une certaine crise des vocations, et on avait besoin de valoriser nos métiers, de montrer qu'il y a de l'avenir dans ces métiers, qu'il y a des aides pour se lancer, et surtout, ce sont des métiers rémunérateurs. En fait, la personne qui le pratique peut en vivre et peut être heureux dans son métier. Donc, c'était surtout le message. On a plus de 300 scolaires qui vont venir aujourd'hui sur des classes de la 4e jusqu'à post-bac, donc ça veut dire que ces métiers intéressent et on en est très content. Voilà donc une belle initiative avec des jeunes qui ont envie d'aller. Prise directe dans ce journal, on va se diriger du côté de la Maison de la Culture parce que c'est l'événement de cette semaine. On veut parler du 23e salon consacré aux livres, encore des rencontres, des imaginaires, du style et des visages, le tout dans un espace géographique, le thème Fénois, territoire, nous rappelant peut-être cette belle phrase de Régis Debray. En voulant participer à l'histoire, j'ai découvert la géographie. On va en parler avec notre invité, une figure bien connue du monde des lettres, Christian Robert, président de l'association des éditeurs. Il est à la Maison de la Culture. Bonsoir Christian, merci de nous accueillir. Alors déjà, un beau démarrage, il y a beaucoup de monde derrière vous. Alors oui, parce que c'est le cocktail de la fin de la première journée, donc il y a du monde. Mais ouais, une très belle journée marquée par 2 orages lors des 2 cérémonies d'ouverture officielles et traditionnelles, mais qui n'ont pas arrêté les lecteurs, puisqu'on a eu beaucoup de monde, évidemment beaucoup de scolaires. La journée du jeudi leur est dédiée. Mais oui, je sais pas le compte exact, mais je pense qu'on a eu plus de 1000 scolaires aujourd'hui. Et bon an, mal an, tout s'est bien débrouillé. C'est bien déroulé, pardon. Christian, on parlait de cousinage, de métissage, il y a vraiment des gens de partout du Pacifique qui sont là. Il y a une volonté de créer des liens, c'est le thème d'ailleurs du festival cette année. Alors le
fait de créer des liens en Océanie, c'est l'ADN du Salon du Livre depuis sa création il y a 23 éditions. Après, le thème territoire, effectivement, c'est un thème qui nous paraissait porteur, pas forcément sur le territoire au sens administratif, mais sur le territoire relié par des gens qui partagent une langue, qui partagent une culture. Et effectivement, la chance d'avoir nos amis, cousins hawaïens, fidjiens, du Vanuatu, pour nous parler de ça, c'est s'inscrire dans cet ADN du Salon du Livre. L'altérité, c'est quelque chose d'important et qui est d'autant plus nécessaire dans un monde complètement, aujourd'hui, détraqué, non ? Alors là, tout à fait d'accord. Ce thème, on l'avait pas choisi. On l'a choisi avant, les événements dramatiques qui se déroulent aujourd'hui. Je pense à l'Ukraine, je pense à la bande de Gaza. Mais effectivement, déjà d'arriver à comprendre l'autre, c'est peut-être une bonne démarche. Tu parles d'altérité. On a cette réalité aussi à Tahiti, mais également dans les autres pays de l'Océanie. Comment on fait pour vivre ensemble ? On avait initié ces débats l'an dernier avec Wallace Cotra et Barbanson sur est-ce qu'il y a une possibilité en Nouvelle-Calédonie de vivre ensemble. On l'avait étendu au Grand Pacifique et à Tahiti et on a bien compris que ça intéressait les gens. Et aujourd'hui, sur le thème littérature et territoire, on a vu qu'il y avait de l'intérêt, il y a de la tension aussi, mais c'est tout l'objet du débat et tout l'objet d'un salon du livre. Merci beaucoup Christian pour cette prise directe avec beaucoup de rendez-vous, des rencontres, des ateliers. Il y a plein de choses à faire, de l'imaginaire et du sensible. Merci, c'est jusqu'à dimanche. Belle soirée et bon cocktail. Merci. Courir pour apprendre, c'est le but du cross du côté du collège de Ao. 220 gamins sous le soleil, des parcours allant de 1 à 3 km. La performance, oui bien sûr, mais plus encore, l'attention était portée à la pédagogie. Bien s'hydrater et surtout connaître les règles de bon échauffement, le tout dans une ambiance conviviale. Emmanuelle Saladin est professeure de PS. Elle répond à Mathieu Allot, le correspondant sur place. Nous, on a privilégié aussi une distribution avec de grosses citernes d'eau qui sont qui est de l'eau qui est potable. Et on a évité de donner des bouteilles pour éviter tout ce qui est pollution, de l'huile. Voilà, et puis ils auront un petit peu de jus d'orange à l'arrivée, d'orange coupé en 4, donc des fruits frais. Et voilà, donc on a mis un petit peu l'accent là-dessus cette année. Voilà donc pour cette activité pédagogique de Bonalois à Ao avec beaucoup de joie, nous l'avons vu. C'est quasiment la fin de ce journal. Tradition respectée et rappel de l'information principale de la journée. Évidemment, la réunion de crise pour les JO 2024. La tour des juges fait parler d'elle. Sur la toile, une pétition cartonne, 50 000 signatures et peut-être des modifications à venir. En tous les cas, c'est le souhait du pays, nous l'avons entendu dans ce journal. La radio demain matin, c'est votre rendez-vous traditionnel, vous allez le voir, l'invité café. Mélanie Clark, elle est de la Ligue contre le cancer, elle sera interviewée par notre excellent confrère Ibrahim Ahmed Azi. Voilà donc rendez-vous demain matin, 7h15 dans le poste. Le programme de la soirée sur les écrans, ce soir c'est magazine et documentaire, vous le voyez. Et puis après, votre série que vous aimez bien, Elementary. Bref, il y a de quoi faire ce soir, imaginaire et du sensible. Petit regard sur la presse écrite qui revient comme nous sur l'alerte à la bombe, fausse alerte à la bombe à Wainé. Et la procureure l'a dit avec des sanctions très fortes prévues par le code pénal. Une enquête est en cours. Voilà donc pour ce journal télévisé de ce jeudi soir. Très belle soirée avec nous. Rendez-vous demain soir à 19h pour le journal télé. Vous le savez, Réveil Radio. Demain 5h pour l'info. Carlos et Ibrahim. Belle soirée. À demain soir. Merci. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet